si parmi les combats, un bombardement visait une unité de Twiranéo, on va dire que c'était un ciblage ethnique parce qu'ils sont tous Banyamulenge. Je pense que c'est un peu complexe. Bien sûr, tous ils sont Banyamulenge, mais on n'a pas fait allusion à leur appartenance ethnique, mais on a fait allusion à leur existence comme force armée, comme adversaire militaire. Sur qui vous Morning Post, toujours la vérité. Félix-Antoine Tshisekedi parle des situations de l'Est comme des génocides oubliés par la communauté internationale. Pendant ce temps, l'AFC-M23 fait une lettre envoyée à Antonio Guterres pour parler de mascarade. Kinshasa veut tout faire pour ne pas dire la vérité. Et surtout, l'M23 demande à ce que les responsables, s'ils sont connus, qu'ils soient arrêtés et traités, et leur dossier puisse être traité en République démocratique du Congo. On en parle, mesdames, messieurs, dans cette émission Décryptage. Bonjour et surtout, bienvenue à cette émission. Bonjour à Jospin Hangui qui est avec nous sur ces plateaux. Merci Blaise, bonjour et bonjour à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Kinshasa, une délégation est arrivée à New York. Félix-Antoine Tshisekedi a parlé de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo comme un génocide oublié jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, des événements, on parle des 30 ans depuis que ce génocide a eu lieu. Évidemment, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord saluer la vice-présidence de cette session par la RDC via le président Félix Tshisekedi. Hier, nous avons suivi la ministre Thérèse Kaikwamba qui a pris la police des paroles, qui a accordé la parole à différents chefs d'État du monde comme Zelensky ou encore le roi d'Espagne. C'est quand même une première pour la RDC. On en parle partout, on ne peut pas aussi ne pas en parler. Et puis il passe d'or pour Kaikwamba. Bien sûr, la RDC était aux vitrines, mais tout le monde a suivi quand même que c'était une bonne chose. Mais ce qui s'est passé par rapport au discours du président Tshisekedi qui a réclamé que ce qui se passe en RDC soit considéré comme génocide par la communauté internationale, notamment les Nations Unies, c'est une situation un peu complexe parce que parlant des génocides, il y a quand même une contradiction conceptuelle, même si sur le terrain, ça s'apparente à cela. Et ce qui se passe dans cette partie du pays, la partie orientale, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu, pourquoi je le traite de complexe? Parce que nous avons suivi aussi la réaction de Corneille Nangaa, qui a fait une lettre à Antonio Guterres. En l'M23, et quand il parlait des Banyamulenge et des Tutsis comme un groupe ethnique ciblé, et les Hema Ituri. Les Hema Ituri également, ça nous fait penser au génocide du Rwanda, génocide des Tutsis au Rwanda. Nous savons les génocides qu'a connu le monde, comme l'Holocauste et tout. Et nous savons que le génocide, quand même, c'est le massacre qui vise à exterminer un groupe ethnique ou religieux. Mais non, comme le président parlait généralement de tous les massacres dans l'Est depuis 30 ans, depuis 1994, comme génocide, on ne sait pas s'il fait allusion à quel type de génocide ou s'il fait allusion à quel groupe ethnique qui avait été ciblé et dans quelle partie exactement. Nous avons parlé des massacres des Mugunga, des Makobola, des Gatumba, on parle de Kinshasa, avait aussi parlé du massacre des Kishiché, des Bambo. On ne sait pas si, en demandant ou en réclamant le génocide, la RDC fait allusion à quel massacre de tout cela que je viens de citer. Parce qu'il ne faut pas s'oublier que Denis Mukwege, dans ses documentaires, dernièrement d'ailleurs, il a parlé de plus de 80 000 femmes violées qu'il a eu à soigner, ou que l'hôpital Panzi du moins, a eu à soigner à cause de violences dans cette partie de la RDC. Donc, il y a des personnalités quand même comme Denis Mukwege qui ne devraient pas être laissées de côté quand on mène un tel lobbying, un tel plaidoyer au niveau international. Malheureusement, il n'était pas là. Même lors de cette session de Congolais qui se sont retrouvés à New York pour
remémorer les 30 ans des conflits, Mhm. des conflits dans l'Est du pays. Mukwege n'était pas là malheureusement. Mais il y a quand même des précisions qu'il faille apporter pour que la communauté internationale nous prenne au sérieux quand on parle de génocide. Parce qu'il ne suffit pas de parler de génocide, c'est quand même en face des Nations Unies, en face des experts en matière des droits humains au monde qu'on s'adresse, et ceux qui ont déjà documenté sur ce qui se passe en République Mais démocratique. ça n'a jamais été le mot des Nations Unies, alors que c'est cette institution qui devrait confirmer s'il y a génocide ou pas. Pourquoi, dans tous les rapports des Nations Unies, ça n'apparaît pas comme génocide? Bah ouais, c'est pourquoi je parle d'une situation complexe. Nous avons suivi le rapport mapping des Nations Unies qui a détaillé les massacres qui se sont passés dans l'Est du pays. Et vous devez aussi le savoir, Blaise, il y a une définition propre à l'ONU attribuée au concept génocide. Donc, tant que l'ONU n'a pas encore approuvé ce qui se passe dans cette partie comme génocide, ça sera compliqué. C'est pourquoi Kinshasa profite de cette vitrine internationale qui est la tribune des Nations Unies pour réclamer que le génocide soit reconnu par la communauté internationale. Ce n'est pas le le génocide congolais pour les gains économiques. On parle Mhm. d'abord de génocostes. C'était notre plaidoyer, c'était notre lobbying. Aujourd'hui, ça devient génocide maintenant au vrai sens du terme. Je doute, en tout cas, je ne suis pas trop pessimiste, mais je doute que le génocide dont parle le président congolais soit accepté ou soit reconnu par la communauté internationale. Parce qu'il y a quand même des indicateurs qui prouvent, vous l'avez dit vous-même, que l'ONU n'a pas encore reconnu dans tous ses rapports, ce qui se passe dans le CRDC comme génocide. C'est parce qu'on ne parlait pas d'un groupe ethnique ciblé qu'on voudrait exterminer, qu'on voudrait effacer de la carte dans une zone donnée. Mais c'est l'impression et c'est les discours du 1-23 qui pensent qu'on devrait maintenant revendiquer ces génocides, selon Kinshasa, en faveur des populations Banyamulenge qui sont exterminées dans les hauts plateaux. Aujourd'hui, ils ne savent pas sortir. Minembwe, par exemple, est encerclé par les Wazalendo. Et pour Nanga, on veut troquer la vérité. Voilà maintenant la complexité de cette question. Déjà, la lettre de Nanga contredit les lobbying de Tshisekedi. Au moins, Nanga, lui, il vient avec un groupe ethnique ciblé, comme dans tous les communiqués du M23, où on dénonce une épuration ethnique des Banyamulenge. Mais jusque-là aussi, la documentation de l'ONU n'a pas encore prouvé qu'il y a vraiment un génocide, qu'il y a extermination, parce que nous sommes dans une région à conflit depuis 30 ans, comme vous le savez. Et parfois, les conflits ne ciblent pas les groupes ethniques. Je vais parler peut-être de cette crise entre l'AFC M23 et le gouvernement. C'est difficile qu'on parle de génocide parce que, jusqu'à preuve du contraire, ce conflit n'a jamais ciblé, en tout cas, un groupe ethnique. Côté M23 ou côté gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas des communautés ciblées est-ce qu'il n'y a pas des communautés marginalisées, discriminées en RDC? Des communautés discriminées, il y en a. Si je disais le contraire, je serais en train de me moquer, en tout cas, de tous les de tout ce que subissent nos frères Banyamulenge au sud Kivu. Mais ce que vous devez peut-être savoir, Blaise, est que quand on a vu, parce que nous on est à Goma, on a tourné beaucoup de reportages dans les camps de déplacés. Moi, je ne me suis jamais retrouvé dans un camp où il n'y a que des Houndé, ou dans un camp où il n'y a que des Banyamulenge à Goma, autour de Goma. C'était des sites hétérogènes où on retrouvait toutes les tribus du Nord Kivu. Donc, tous les villages, tous les territoires et toutes les tribus du Nord Kivu ont été victimes des affres de la guerre, des dégâts collatéraux de la guerre. On a eu des victimes dans toutes les tribus, dans toutes les communautés ethniques. Est-ce que la vérité va être désorientée? Ça, c'est d'abord un fait. Au sud Kivu également, ce qui s'est passé, même à présent, il y a des combats. Il y a eu des combats depuis dimanche en Dibira, dans le Walungu, il y a eu des combats, dans les Calais, un peu partout. Est-ce qu'on peut identifier exactement les communautés ethniques de ceux qui perdent leur vie dans les violences liées à la guerre, dans les conflits? C'est difficile à le faire. Mais au moins, pour les Banyamulenge,
il y a une petite exception liée à leur géolocalisation. Parce que nous savons tous qu'à Minembwe, peut-être les 99% de la population, ce sont des Banyamulenge. Nous savons peut-être qu'à Mikenge, à Rugezi, il n'y a que des Banyamulenge, même s'ils peuvent aussi cohabiter avec d'autres comme les Banyamulenge qui sont à Uvira, cohabitent avec les Bafuliro, les Bavira, les Babembe et toutes les autres communautés ethniques comme les Bashi et les Bahavu au sud Kivu. Mais quand même, il y a des zones qui sont spécialement habitées par les Banyamulenge. Et quand ces zones sont ciblées par des attaques meurtrières, par des bombardements à l'aide des avions de chasse, que ce soit des forces armées congolaises ou des forces burundaises, il y a lieu qu'on parle d'un ciblage ethnique avec preuve. Mais si cela est lié par le fait qu'ils se retrouvent dans cette zone seuls et qu'on n'aurait pas interdit à d'autres communautés de se retrouver dans ces entités-là, c'est là où tu peux remettre en cause cette thèse d'épuration ethnique. On parle par exemple des groupes armés comme les Twirwaneho. C'est un groupe d'autodéfense, mais militaire, allié à l'F-123. Si parmi les combats, un bombardement visait une unité des Twirwaneho, on va dire que c'était un ciblage ethnique parce qu'ils sont tous Banyamulenge. Je pense que c'est un peu complexe. Bien sûr, ils sont Banyamulenge, mais on n'a pas fait allusion à leur appartenance ethnique, mais on a fait allusion à leur existence comme force armée, comme adversaire militaire. C'est pourquoi cette question est un peu complexe, mais quand même, comme je le disais, sur la question de tous des Banyamulenge, il y a des preuves, parce que même dans l'opinion, c'est à peine que les autorités congolaises ont commencé à accepter que les Banyamulenge sont des Congolais. Mais on a suivi le député Moïse Nzangi à l'Assemblée nationale. Qui s'est acharné en 2019-2020. Contre Azarias. Contre Azarias, qui a parlé des Minembwe comme une zone rwandaise qu'on voudrait imposer en République démocratique du Congo. Cela a alimenté une intoxication tribale dans la région de Haut-Plateau. Même à Uvira, on a commencé à traiter les Banyamulenge des Rwandais. Et cela a dégénéré jusqu'à ce que Félix Tshisekedi lui-même, comme président de la République, affirme que les Banyamulenge sont des Congolais, même s'il n'avait pas besoin de son affirmation, parce qu'ils le sont. Alors, l'on parle du dossier de New York où il y a une mobilisation terrible des Congolais, des millions de dollars dépensés à ces niveaux. On a évoqué également les dossiers Fonaref à New York. Est-ce que les Congolais, on n'arrive pas vraiment à faire des surconsommations alors qu'on ne pouvait pas? Bon, déjà, les Fonaref, c'est un fonds qui est géré par la présidence de la République. Et ces frais de fonctionnement viennent des redevances minières. Donc, il y a lieu que nous nous posions des questions sur l'utilisation des fonds qui sont alloués à cette structure. Parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des contribuables. Il y a lieu que le groupe de pression, le groupe des activistes des droits humains se posent des questions parce que, de nature, ce sont des fonds qui sont alloués à la réparation des victimes. Mais est-ce que quand on dépense, par exemple, des millions de dollars pour faire voyager plus de 200 personnes dans une délégation, des personnes, des influenceurs, des TikTokers, des YouTubers, j'ai vu une Osby aussi être... Est-ce que c'est pour les biens toujours des victimes? Est-ce que toutes les victimes aujourd'hui des violences qui sont au sud Kivu, qui ont été prises en charge par Denis Mukwege, l'été par les Fonaref, est-ce qu'il y a des fonds spécialement alloués à ces personnes qui leur parviennent? Il y a lieu qu'on se pose ces questions. C'est comme à Kisangani, Frivao, qui était censé gérer les fonds venus déboursés par l'Ouganda aux victimes de la guerre de 6 jours, aller construire une prison. été détourné. Et plus tard, il y a les victimes qui avaient réclamé auprès des Firmin Vondé qui n'ont jamais reçu aucun franc congolais. Donc, il y a lieu qu'on se pose des questions quand même. Et quand on apprend qu'il y a des agents des Fonaref qui touchent jusqu'à 12 millions, 15 millions, 20 millions de francs congolais le mois, mais c'est pour que le travail. Mais est-ce que si on affectait les 20 millions dans l'indemnisation des victimes ou la réparation des victimes, dans leur réinsertion psychosociale, est-ce que ces fonds-là n'allaient pas servir à quelque chose de mieux? Est-ce qu'il n'y a pas de victimes de violences à Goma, à Bukavu, au Nord Kivu, au Sud Kivu, dans d'autres territoires? Est-ce que ces victimes sont vraiment
enregistrées, répertoriées et elles reçoivent quelque chose de ces fonds-là, il y a lieu qu'on se pose des questions parce que les Fonarève ou d'autres organisations comme Frivao, parfois, tout l'argent qui est déboursé, on a l'impression qu'il sert au fonctionnement de l'institution. C'est-à-dire la prime des agents, les frais de déplacement, quand il y a des lobbying à Genève ou à New York, les gens se déplacent, la communication, ce qui coûte très cher. Pendant des matinées de presse ou des déjeuners de presse, on invite des journalistes qui viennent, ils boivent, ils mangent, et puis on leur donne chacun une enveloppe de 2 000, 3 000 dollars. La propagande peut-être aussi aujourd'hui avec X, l'ex-Twitter sur les réseaux sociaux, nous voyons qu'il y a un réseau de journalistes de Kinshasa qui partagent le même contenu quand il s'agit des Fonarève ou de la fondation de Ndizina Keru qui gérerait aussi... Bref, Fonarève fait tout sauf ce qu'il devrait faire. Dans la communication, il y a un grand budget dans les voyages et dans le fonctionnement de l'institution même, mais on ne sait pas retracer l'utilisation des fonds alloués aux victimes. C'est le rôle maintenant des députés. C'est le rôle des députés. Malheureusement, nos députés aussi s'attachent beaucoup aux problèmes les moins intéressants pour le peuple congolais. Mais c'est les députés qui devraient en tout cas mener ces contrôles-là parlementaires pour savoir tel ministère, le ministère des droits humains, par exemple, s'il aurait une mainmise, savoir comment les fonds sont utilisés parce que les Congolais ont droit. En tout cas, c'est de notre droit de savoir qu'est-ce que cet argent qui vient des redevances minières fait comme travail pour les victimes. Très bien, on va décourager une pratique avant de finir cette émission. C'est cette discrimination faciale. Comme ce qui s'est passé à New York, on parle de ça exactement. Quelqu'un... On l'a dit, tu ressembles à Makenga, tu ne vas pas entrer dans la salle. Est-ce que ces genres de pratiques nous aident à avancer? Ça ne nous aide pas à avancer, ça nous fait reculer par contre. Déjà, à l'international, si vous voyez qu'on ne prend plus la RDC au sérieux, on ne prend plus certains plaidoyers au sérieux, c'est à cause de cela. Imaginez aujourd'hui, vous parlez des 30 ans de massacres ou des crises dans l'est du pays, mais vous voulez exclure les Banyamulenge. Mais ils font partie de ces communautés-là qui ont été le plus touchées par les massacres. On parle du massacre des Makobo, là, par exemple, des Gatumba, des Minembwe. Il ne faut pas oublier à Minembwe. Il y a des choses terribles qui se passent là-bas. Il y a eu un nettoyage extraordinaire pendant ces 10 dernières années. Quand il y a des conflits là-bas, jusqu'à présent. Minembwe est enclavé. Les Wazalendou qui girent pour donc c'est un peu compliqué. Vous parlez des massacres de la RDC, 30 ans, des massacres sans faire allusion. Par exemple, aux Hutus qui ont été massacrés dans les camps de Mugunga après 1994. Mais c'est biaisé. Vous prenez une délégation composée de personnes qui n'ont jamais vécu la guerre, qui ne savent même pas où se situe Mugunga sur la carte de la RDC, Makobo, la Minembwe, Rubaya ou Kasopo, mais c'est extraordinaire. Il faudrait quand même qu'on soit sérieux. On ne peut pas parler des 30 ans de massacre sans faire allusion aux populations du Nord et Sud Kivu parce que ce sont eux qui sont victimes, les premières victimes de ces massacres parce que c'est un bon lobbying. On voudrait en tout cas que ça finisse, que ça prenne fin, mais il faudrait aussi épingler la volonté politique. J'ai suivi le président Tshisekedi parler du génocide, il faut que ça cesse, il faudrait que la résolution 2773, il faudrait que les Nations Unies nous aident, il faut mettre fin à tout cela, mais il ne faut pas oublier. Dans son discours, il parle du retrait des troupes rwandaises, je ne sais pas, des troupes de 23 comme une condition sine qua non à la résolution de la crise, mais entre-temps, à Doha, dans l'accord des principes, ils se sont mis d'accord sur autre chose. Ils se sont dit... À Washington, ils ont parlé autre chose. Donc, il ne faudrait pas que ce qu'ils disent à la tribune de l'ONU contredisent les accords déjà en cours et les pourparlers en cours. Nous avons suivi le ministre des Affaires étrangères au Rwanda dire qu'il ne sera pas question de retirer notre mesure de défense sans que la question des FDLR ne soit traitée. Mais est-ce qu'à la tribune de l'ONU, le président a prononcé les mots FDLR? Il n'a pas parlé de ça.
n'a pas parlé de la problématique des Ouazalendo, qui vont devenir une bombe qui explosera un jour contre les FARDC. Vous avez suivi les conflits dans la région d'Ouvira. Donc, il faudrait que toutes ces questions-là soient traitées avec délicatesse, surtout la question des FDLR aujourd'hui, parce qu'on a parlé d'échange des prisonniers. C'est bon. Et le président a reconnu comme qu'elle essaie le CONOPS, ce qui n'est jamais entré en application jusque-là, on avait parlé des 10 jours, on avait dit qu'on allait sensibiliser les FDLR, et puis après 10 jours, ils vont se rendre, ils vont retourner au Rwanda, mais jusqu'à présent, on parle de combattre les FDLR, et Santé Ouazalendo, les FDLR et le M23, à Bambo, dans la région, dans les parcs, autour de Goma. C'est-à-dire que c'est une menace qui reste encore réelle. Il faudrait que les présidents soient sincères dans ces accords partout à Doha et à Washington, parce que la tribune des Nations Unies, c'est juste une vitrine où on parle, où on s'exprime pour faire entendre sa voix au monde, mais c'est pas l'ONU qui viendra régler la question du M23 à Goma. Et prendre des décisions. L'ONU ne viendra pas demander à Makenga de quitter Rumanga ou de quitter Goma, voilà, un bon matin, venir dès aujourd'hui, vous quittez Goma. Ça ne se passera pas. C'est la volonté politique entre les deux parties en conflit qui va résoudre la crise dans l'Est de notre pays. Très bien, merci Sinon, beaucoup. tous les discours, tous les lobbying qui nous font dépenser des millions de dollars, les délégations dans des hôtels 5 étoiles, ce sont juste de la forme, c'est juste une forme qu'on donne au lobbying, mais au fond, les victimes vont continuer à souffrir, les populations du Nord vont continuer à souffrir, et la 123 va continuer à étendre sa zone de contrôle. Merci, mesdames, messieurs, merci surtout d'avoir été avec nous pour cette émission d'analyse de la situation, surtout à l'Est, et les lobbying internationaux par rapport à cette question. Des conseils ont été donnés, chères autorités. Prenons la question au sérieux. Les Congolais et les nouvelles générations devront tirer des leçons aujourd'hui pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Portez-vous bien.